là les gars, on va parler d'un mec qui a marqué notre génération, qui arrive à la fin de notre période de Team Duncast, hein, mais on pouvait pas passer à côté de ce gars-là parce qu'il nous a frappé l'esprit. Je parle évidemment de Derrick Rose, avec son nom d'acteur. Moi, j'étais destiné à bander, comme on dit. C'était incroyable. Donc, Pourquoi acteur? Pourquoi obligé d'en acteur? parler. Ah, je sais pas, Derrick Rose, ça fait hollywoodien, j'aime bien. J'aime bien le concept. Et Bon. toi, ça t'évoque quoi, Derrick Rose? Moi, ça m'évoque un joueur par ses highlights qui défiait toutes les règles de l'humain, toutes les règles de la physique, de la biologie, de la biochimie, Ah de tout ce qui est en ouais. bio, de tout, de la, La de la biologie. psychologie, mais non, mais de tout. Tout ce qui termine en OJ et tout ce qui commence par bio. Voilà, il défiait tout ça. C'est bien que tu parles de ça, Rafik, parce que alors t'as parlé d'Hollywood, hein, Samuel. Hein. Par contre, lui, son background, c'est vraiment pas Hollywood, hein. Mais la manière avec laquelle il jouait, tout le monde était unanime sur le fait que ce monsieur était l'homme des années 2010 avec LeBron James. Déjà de 1, il a notre âge, faut quand même rapidement le dire. Ce jeune homme est né le 4 octobre 88. Moi, je suis né en 88 aussi. Et j'ai rarement... T'as dit quoi, Samuel? Il a ton âge, nous on est des petits. Non, tranquille, ouais, tranquille. Arrête, tu fais le mec. Mais, franchement, D-Rose, j'ai rarement vu un joueur de ma génération être aussi fort et sur lequel tout le monde ne peut rien dire. Et concrètement, D-Rose, qui pouvait l'arrêter en un contre un? Il y a... Alors, faudrait qu'on parle rapidement quand même de son enfance parce que c'est quand même compliqué. Hein. Il vient d'un quartier difficile de Chicago, vraiment d'une pauvreté absolue et d'un niveau de banditisme aussi élevé, hein, qui s'appelle Englewood, et pas Inglewood comme à Los Angeles. Et Évidemment, parce qu'on parle de Chicago, il n'y a pas besoin de préciser normalement. ouais, exactement, déjà. Chicago, on sait que c'est chaud. On sait que c'est déjà chaud. Et vous pensez quoi déjà de son enfance et surtout de ses premières années lycéennes, Rafik? Bah déjà, ouais, comme tu as dit, enfance. Compliqué, père absent. Donc, Évidemment, il a, un ouais, classique. c'est vrai, c'est classique. C'est chez beaucoup de joueurs NBA où Les Noirs, c'est ils ont classique, les été Noirs. élevés par leur mère. Bon, il a été très bien entouré par ses trois grands frères qui lui ont servi de modèle et qui l'ont aussi aidé à ne pas trop déraper parce que c'est aussi un environnement où c'est facile de tomber dans des choses nocives. Et il commence il commence sa carrière de basketteur au lycée Neil Simon Career Academy où il va faire 4 années où il choquera les États-Unis hein, parce qu'il va gagner il sera membre à plusieurs reprises de All American Team durant ces 4 années de lycée. Et voilà, et c'est avec ce parcours-là qu'il va rentrer à la fac. De base, il devait aller à la fac de l'Illinois où il s'était À la maison. engagé verbalement, donc oui à la maison, mais au tout dernier moment il s'est rétracté pour rejoindre l'université de Memphis où il y avait John Calipari comme coach et il pensait qu'avec John Calipari il pourrait atteindre son potentiel plus rapidement parce que c'était un coach réputé très bon avec les jeunes. Ouais, faut rappeler du coup qu'au lycée et à la fac, c'est un joueur, c'est un gros prospect du coup pour la NBA, mais qu'il y a des mecs qui passent avant lui dans la hiérarchie comme Oji Meyo qu'on va attendre et qu'on va terminer dans un autre podcast parce qu'il n'y On a pas peut le te choix. faire confiance, Samuel. On peut te faire confiance. Et Ça, je peux te faire il y a confiance. moi aussi Michael Bisley que lui aussi on peut terminer cet enfoiré. Euh, et il y a aussi d'autres mecs comme Kevin Love et Eric Gordon qui passait aussi qui se tapait après avec lui pour la troisième, quatrième, cinquième place. Mais vraiment, Oji Mayo et Bisley, c'était les deux mecs. Même Derrick Rose l'a dit en interview il y a pas récemment que c'était les deux gars qui visaient lui quand il était jeune pour atteindre leur niveau parce que pour les recruteurs, c'était les deux mecs qui passaient avant lui à la base. Samuel, dis-moi, est-ce que Michael Beasley, il a joué aux Lakers? Bah oui, il a joué aux Lakers. Ah, donc c'est logique que tu puisses le terminer, puisqu'il était à une époque où vous n'avez rien gagné et que vous étiez ridicule. Ouais, mais il était là aussi début de saison 2020, il me semble. Hein. Ah, saison 2009-2019, il était là? 2020, il n'est pas là au début. Ah, il a même Part. joué aux Bucks hein, Ouais, il aussi. a joué au Heat aussi. Non. Il a eu une grosse carrière de loser, mais une grosse carrière. Hein. Oh, en plus, mais vous savez ce qui s'est passé par rapport à Beasley?
C'est vrai, là, t'es saucé, là. Là, t'es saucé, c'est bon, là. Là, c'est bon, t'as perdu. Et en plus de ça, c'est que, alors, il y avait les recruteurs de Chicago. Les scouts de Chicago qui faisaient donc la draft combine et qui interviewaient les différents prospects du pays et notamment Derrick Rose et Michael Beasley. Je pense que Rafik est au courant de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que t'as les scouts de Chicago, donc des Bulls, qui posent la même question à D. Rose et à Beasley dans des interviews différentes, évidemment. On lui pose la question à ces deux jeunes, quelle est la chose qui vous a le plus marqué et qui vous a le plus frustré au cours de votre carrière universitaire? T'as D. Rose qui dit perdre, ça me fait chier, je déteste perdre. Et t'as Michael Beasley qui répond quoi? Pour venir en effet en appui à Samuel, il dit ah ben moi c'est les arbitres. Non mais tu cherches une place en NBA, poteau, et tu clashes les arbitres. C'est-à-dire que le mec il est même pas conscient de ceci. Parce qu'en termes de talent, Chicago était plus partant pour Beasley, mais le Ouais. fait que Rose était originaire de Chicago faisait qu'il y avait un doute. Et après l'entretien qu'il y a entre les deux, ils disent on prend Rose parce qu'ils ont vu directement la mentalité de l'autre. Ouais. Quand tu Mais interroges le gars et l'autre il te dit que c'est les arbitres, tu veux aller où? tu vas aller où? Mais sans compter qu'également qu'au Bulls, il y avait également un autre meneur de jeu qui a été drafté en 2003, la fameuse draft 2003 à la 7e place, qui s'appelle Kirk Heinrich. Kirk Heinrich était meneur titulaire chez les Bulls, déjà, et ils allaient en effet en playoff, qui commençaient un petit peu à pointer leur bout de l'année en playoff, notamment en 2007, où ils atteignent, je crois, les demi-finales de la conférence Est. Mais en 2008, ils se cassent la gueule. Et en effet, D. Rose est drafté auprès des Bulls. Alors, on peut rapidement parler de ça, Rafik, un début de carrière impressionnant déjà. Ouais, début de carrière très impressionnant. Bah, déjà, tout juste avant de rejoindre son équipe des Bulls où il a été drafté, il y a eu une petite affaire juste avant ça. C'est en fait, il était accusé de triche à un concours qui s'appelle le SAT ou le SAT. C'est un test, je crois, pour évaluer les aptitudes logiques, verbales ou de résolution de problèmes d'une personne. Ça se fait à la fac. Et donc, il était accusé de tricherie et ça aurait pu l'empêcher de rejoindre la NBA parce qu'il aurait pu avoir de grosses sanctions, mais finalement il les a pas eu. Et ouais, pour son carrière NBA démarre très très bien, je trouve. Il fait une belle première saison où il va faire un gros premier match contre Atlanta. Enfin, c'est pas le premier match de la saison, mais il va faire son premier match marquant, c'est contre Atlanta où il va faire un 26 points, 10 rebonds, 6 passes. Voilà, donc comme tu l'as dit aussi, il va rejoindre des joueurs comme Hinrich, Ben Gordon, Yoldeng, Tyrus Thomas, Joakim Noah, et surtout le coach défensif Vinny Del Negro. Exact. Et voilà. Sacré nom de famille. Hein. Ouais. Il est relou. Et du coup, il sera récompensé d'un titre de Eastern Conference Rookie of the Month. C'était le premier de la saison. Donc ouais, très très, en tout cas, bon début de première saison. On commence à voir qu'il a un très très bon body control dans les airs. Son explosivité, comme tu as dit, mais il est remarquable par son explosivité. Le mec, il démarre, mais c'est incroyable. Le mec, en vrai, il pourrait avoir sa place dans Automoto. Hein. Genre, tu regardes Téléfoot et avant, il y a Automoto. On parlait normal de Derrick Rose. Genre, on le compare avec une bagnole qui monte à 300 en 5 secondes. C'est trop. C'est trop. Son pas au démarrage était impressionnant. Il prenait de vitesse d'entrée. Tu savais pas où aller. Exactement. Et c'est ça qui était impressionnant. C'était son premier pas. D'ailleurs, c'est son style de jeu qui va lui jouer des tours après sur le reste de sa carrière, parce qu'il était vachement basé sur la puissance quand même de ce premier. Beaucoup. Et de cette vitesse qu'il avait. Et au final, il sera rookie de l'année cette année-là, devant par exemple Russell Westbrook ou Kevin Love. Tout à fait. Il gagne le Skill Challenge aussi, il me semble. Et il participe au Rookie Game à l'époque contre les Sophomores, l'ancienne version d'ailleurs. Une version qui me plaît beaucoup plus que celle qu'il y a aujourd'hui, les étrangers contre les Américains, là, leur truc de connard. Samuel et la politesse. Mon Dieu. Durant, il mettra 46 points en plus dans ce game. Durant, c'est vraiment un ouf, Durant. Hein. Mais il se régale, lui. Et lui juste... Mais est-ce que vous savez... Alors, on va rapidement rentrer dans les points marquants.
le premier tour des playoffs 2008-2009 face aux Celtics de Boston, qui sont champions NBA. Et cette série de playoffs, où D-Rose va être concrètement excellent, notamment dans son duel face à John Rondo, qui vont devenir et qui était concrètement une opposition de style, hein, avec un Rondo qui est très cérébral, dont on connaît la science tactique et la qualité de chacun de ces joueurs. Et là, tu as affaire à un D-Rose qui concrètement est très pressant en 1 contre 1, dont on connaît l'explosivité dont tu as parlé en effet Samuel, et au cours de cette série, qui va se terminer en 7 matchs, hein, mais qui va être très encourageante pour les Bulls à l'avenir, parce qu'en effet, les Celtics vont passer. T'as dit quoi? Elle est incroyable cette série. Ah, mais ça, c'est trop. Il tient les champions en titre en 7 matchs. Je crois qu'il égale le record du GOAT, Abdul-Jabbar. 36 points lors de son premier match de playoff. Ouais. Et non, il est incroyable. 36 points en space. Moi, je me disais, le mec. Magnifique. En tout cas, ce premier tour va être très prometteur pour les Bulls. La saison 2009-2010 va également être, elle aussi, rentrer dans cette ligne de compte. Bon, après, ils seront éliminés au premier tour, hein, face aux Cavs de LeBron James, qui était clairement en mission. Et d'ailleurs, les Cavs qui tiraient même leur dernière chance pour que LeBron James puisse re-signer avec eux au cours de cette saison 2009-2010. On aura le temps de revenir également sur LeBron James lors de sa première épopée chez les Cavs, très cher auditeur, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est surtout la saison 2010-2011 où il faut clairement rentrer en profondeur, messieurs. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on a dit qu'il a été rookie de l'année? Parce qu'il faut le dire aussi. Ah ouais, il l'a dit. Ah ok, d'accord, désolé Samuel. Attends, je l'ai pas dit. Attention. On peut pas y échapper. Allez, saison 2010-2011, les gars. Concrètement, D-Rose, il met tout le monde d'accord. Tout le monde. Bah déjà, depuis la saison précédente, il travaille beaucoup son shoot avec un certain coach qui s'appelle Rob McClanagan et en fait, il essaie de faire du mid-range une nouvelle arme. Parce que c'est vrai que quand les défenses défendait très très bien la raquette, bah il se retrouvait des fois limité parce que son shoot n'a jamais été le point fort de Derrick Rose. Donc il a beaucoup travaillé et on va dire qu'on a vu le résultat de cet entraînement pendant la 3e saison où là bah il est vraiment injouable, un cross, shoot mid-range, même shoot à 3 points. Il met dans cette saison-là, je crois, il met plus de 130 shoots à 3 points alors qu'il en avait mis 32 en 2 saisons. Et flotteur, même il est même playmaker, il fait un match d'ailleurs contre Milwaukee où il fait 17 passes. Bon, il aimait bien jouer contre les Bucks, hein, vraiment. En général, comme Milwaukee, Chicago, je savais que Derrick Rose il allait nous frapper. Et ouais, non, il fait une très très belle saison. Il est aussi bien entouré. Hein. Il est entouré. Bah déjà, si c'est la première saison de Tom Thibodeau en tant que head coach à Chicago. Exactement. Il y a Carlos Boozer avec lui, Kyle Korver, Omer Ashik, t'as CJ Watson et Ronnie Brewer aussi qui sont là. Luol Deng surtout. Luol Deng en tant que slasher, là. Bien sûr. Oui, il était là. En fait, je parlais des mecs des nouvelles additions à l'équipe. Et ouais, en tout cas, c'est le leader de l'équipe. Hein. Un leader calme, hein, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas vocal qu'on ne peut pas être leader, hein, parce que ça c'est que c'est les fanatiques comme tu c'est très bien. Oui, fanatiques. En fait, si tu gueules pas à chaque but encaissé, c'est que t'es pas un leader. Voilà, n'importe quoi. C'est encore les couillons qui marchent par la vue. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Et concrètement par rapport à D-Rose, alors il va donc être MVP de cette saison où il va finir avec, je crois, 25 points de moyenne, 7 passes décisives, 4 rebonds par match, 85% lancé franc, 44% shoot. Et comme tu l'as dit, surtout 81 matchs joués en saison régulière. D-Rose est l'homme de la saison 2010-2011 devant LeBron James, parce que cette saison-là, il faut qu'on en parle. Il y a les Triamigos, là, les 3 couillons qui se réunissent, là. Les Chris Bosh, les D-Wade, les LeBron James. On s'attend à ce qu'ils puissent briller, mais Tom Thibodeau, qui a été un très bon ajout de la part de John Paxson et de Jar Foreman, je crois, en tant que board des Bulls, concrètement, surprend tout le monde, Samuel, parce que les résultats sont quand même là, hein. Ils finissent meilleur bilan de la ligue avec 62 victoires, 20 défaites. Déjà, c'est le meilleur résultat depuis MJ pour les Bulls. 1998, c'est la première fois qu'ils finissent premier de saison régulière. Et lui, il a la consécration, il est élu MVP. Il y a eu des doutes, hein, jusqu'à la fin cette année-là, je me souviens, parce que les gens voulaient qu'il l'ait, mais il y avait encore
enfin, c'était dur de le prendre à LeBron, tout ça. Enfin, il y avait Ouais. chelou. Et je me rappelle que Michael Jordan s'était mis un peu de son côté en disant qu'il le méritait Bien sûr. et notamment en mettant des petits pics en disant que s'il ne l'avait pas, c'était pas grave. Il se rapprocherait de lui dans le sens où lui aussi il l'a pas eu plusieurs fois et qu'il aurait dû l'avoir. Il n'oublie rien, le Michael Jordan. Il n'oublie rien, notamment le titre d'MVP de Charles Barkley en 93, qu'il avait quand même bien piqué. Mais Charles était clairement exceptionnel au cours de cette saison lui aussi. Alors, il y a des citations de plusieurs personnes qui l'ont soutenu, notamment Michael Jordan, comme tu l'as bien dit. C'est le MVP de la saison, il le mérite, il joue bien, vraiment il le mérite. Et ça ne fait aucun doute. Et s'il ne l'a pas, il pourra ressentir ce que j'ai vécu pendant plusieurs années. C'est ce qu'a dit MJ. T'as Kobe Bryant également qui le dit. C'est une folie, les mecs. MJ rigole même pas. T'as Kobe qui dit pour lui, the sky is the limit. Vous pouvez voir les progrès qu'il a fait au shoot depuis la saison dernière et à quel point il a élevé son jeu et à un autre niveau. Je ne pense pas que vous puissiez développer un instinct de tueur. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et il l'a depuis qu'il est au lycée. Voilà, parole de Kobe Bryant, notre Kobe chéri. Décidément, toi, Tucker, jusqu'au bout, t'es là. Encore une fois, on peut parler quand même des playoffs, quoi, avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est là que j'allais te suivre et ensuite être en désaccord du coup par rapport aux hits. Comme tu dis, les trois au final, c'est eux qui vont lui barrer la route en finale de conf. Ouais, bah attends, mon gars. Bon, D'ailleurs, vas-y. Parle des playoffs, vas-y. T'as l'air chaud, vas-y. Faire plaisir à Vlad qui n'est pas là, c'est qu'à l'époque, lui, il disait oui, c'est bien beau de premier de la saison régulière, mais en playoff, on a vu qui est qui et il prend 4-1 en finale de conf. Mais il est diminué, il faut préciser qu'il est Ah diminué ouais? et que les pépins commencent. Bah, il est diminué, je me rappelle que physiquement, il commence à. Je sens qu'il est épuisé en finale de conf, il est pas bien, il est moins dynamique, il est moins explosif. Après, bon, peut-être que la défense de Wade et LeBron, c'était autre chose que celle de Tega. Ouais, que celle de Tega des Pacers ou d'Atlanta, mais tu sens qu'en finale, il est un peu émoussé. Hein. Parce que mine de rien, les mecs qui l'entourent sont des bons mecs, mais c'est pas des cracks. Et tu sens qu'il est obligé de les porter un peu et que tu peux pas gagner tout seul au final. Notamment Carlos Boozer. J'ai été très déçu par les performances de Carlos Boozer, notamment, bon, en défense, on savait qu'il était nul, mais par contre, pas nul comme Dirk Nowitzki, hein, mais c'est offensivement surtout qu'il n'a pas pesé comme il aurait dû. Et en plus, il y a une technique qu'a mis en place Eric Spoelstra au cours de cette finale de conférence S 2011, où il faisait des lignes de 4 pour éviter les pénétrations de D-Rose en 1 contre 1, qui, une fois qu'il démarre concrètement, vous n'allez plus jamais le revoir. Alors, saison 2011, c'est quand même très encourageante. Finale de conférence S, titre d'MVP. La saison 2012, comment ça se passe, Rafik? T'as des petits points là-dessus? Sur la saison 2011-2012, bah déjà, il faut noter qu'il signe une extension de son contrat sur 5 ans avec les Bulls. Donc là, il a son extension qui va de 94,8 millions sur 5 ans. Donc c'est une récompense logique par rapport à ce qu'il a fait précédemment. Ah, totalement. Il y a aussi il va être rejoint par Jimmy Butler qui est drafté par les Bulls. Il y a aussi Rip Hamilton qui rejoint l'équipe. C'est une saison bizarre parce qu'il y a le lockout, donc comme il y a le lockout, on va essayer de condenser 60 images sur une petite période. Donc ça va être très prenant physiquement pour les joueurs. Et donc, c'est là qu'on va se rendre compte au premier tour de playoff où là, le corps de Derrick Rose va lâcher. Hein. Le corps va lâcher, clairement, hein, le corps va lâcher. Et puis après, ça va pas le lâcher pendant un bon bout de temps. Hein. Mais moi, je lui en veux par rapport à ça. C'est que déjà, on va rappeler ses blessures. Hein. Ses blessures, il a des douleurs à l'aine, au dos, au pied, à la cheville. Donc en fait, il n'y a pas une partie du corps qui le lâche. Il y a pas une partie du corps qui le lâche pas, je veux dire. Jusqu'à la fameuse blessure rupture du ligament croisé. Hein, quelle blessure! Plus blessure que nous et nos potes on a vendre pour dire qu'on n'a pas. Il a vraiment eu. Et moi, je lui en veux pourquoi? C'est que c'est une blessure. C'est comme au foot. C'est quand tu reviens de cette blessure-là, tu ne peux pas jouer comme tu jouais avant. Tu dois changer ton style de jeu. Et lui, le gros problème, c'est qu'une fois qu'il est revenu de cette blessure-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejoué exactement pareil. Non mais Samuel, c'est compliqué, s'il te plaît. Non mais Samuel. De manière dynamique. Et c'est répété. Et c'était sûr. Samuel, mais comment tu peux dire ça? Comment
comment tu peux dire une chose pareille? Je suis d'accord avec Damas. Non, mais attends, le frère, il a signé un contrat de 95 millions de dollars, c'est ça, Rafik? Non, Ouais. notre homme des chiffres, parfait. Il a signé un contrat de 95 millions de dollars sur 5 ans. Sans compter qu'il a signé également un contrat avec Adidas, je crois. Je sais pas, 300 millions de dollars, un truc comme ça? Sur 10 ans, une connerie comme ça, non? C'était, ouais, je crois 200. Je crois 200. Ouais, Il me semble 200, ouais, c'est quand même, ouais. Voilà, un truc comme ça, sur une dizaine d'années, le mec, il a signé. Il a gagné cette oseille avec ce style de jeu. Tu crois que c'est facile? En plus, Non, c'est mais pas après, facile, l'intelligence fait que tu peux changer ton style de jeu. Là, il l'a compris quand il est arrivé là, à Détroit, là. Il l'a compris à la fin des Timberwolves de Détroit, là, sur la fin de sa carrière, on va en venir. Il a compris ça, qu'il devait changer son style de jeu, qu'il ne pouvait plus être comme ça. Et il s'est devenu un super shooter. Parfois, il te fait des cartons à 3 points ou autre. Et s'il l'avait fait plus tôt avec en plus les changements qu'il y avait en NBA de style de jeu, notamment sur le shoot ou autre, ça aurait pu être un super meneur encore qui dominait, je pense. Et en fait, il a continué de te forcer à aller au double pas. Je me rappelle d'un match, je l'ai plus en tête, où le gars, il fonçait dans la raquette de tête baissée à te faire ses moves, là, comme il faisait au début de carrière qui passaient. Sauf que là, le corps ne suivait pas. Et au final, il mettait plus un panier dedans. Tu vois ce que tu veux dire, Samuel? Non, mais je comprends que bien sûr qu'il faut changer son jeu après une blessure telle que les ligaments croisés, mais c'est pas si simple que ça dans le sens où en fait, c'est tout un environnement qu'il faut changer, c'est Ouais, toute une façon de jouer, de s'entraîner, c'est toute une façon de vivre qu'il faut changer. On bien peut pas sûr. passer d'un joueur comme l'était d'Eric Rose à un joueur qui de périmètre. C'est compliqué, c'est pas du tout les mêmes habitudes Bien sûr. d'entraînement. C'est vraiment un autre mindset à Exact. acquérir. C'est une autre façon c'est d'autres réflexes à ancrer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je pense pas qu'en une saison on puisse changer de style de jeu, surtout au très haut niveau. On parle pas de basket en départemental où tu peux changer de style de jeu. C'est du très très haut niveau. Donc si tu changes rapidement de style de jeu, ça va se voir directement. Ça va se voir directement parce que t'as pas des réflexes de très haut niveau dans un nouveau style de jeu. La Et, départementale. Ah là là, tu m'as Non. régalé. On aurait bien voulu voir Derrick Rose jouer à Villeneuve-la-Garenne, nous. Oh, On sait pas il serait sorti tranquille, hein, les ghettos de Chicago, mon cul, là, on aurait vu ça. ah ouais, je t'assure, elle t'a tout dit. Mais c'est bien que t'as dit ça, Rafik, parce que Derrick Rose, malheureusement, lors de la saison 2012-2013, après 10 matchs, va se blesser contre les Blazers. Cette fois-ci, c'est le ménisque du genou droit qui sera touché. Donc, il y a une double blessure pour un joueur qui a 24-25 ans. Et moi, je dirais même, heureusement qu'il a eu ces blessures à cet âge-là, parce que s'il les avait eu plus tard, il aurait été cuit, le coco. Il aurait été clairement cuit, le frère. Alors, les Bulls vont malheureusement se débrouiller sans lui en playoff. C'est ça, hein, quand même. La première blessure, il rate les JO. Hein. Ouais, il rate les Jeux 2012, absolument. Du monde en 2010 avec Kevin Durant notamment, et qu'en 2012 il est pressenti pour être au JO, et au final il n'y va pas parce qu'il fait sa blessure au genou. Et comme tu l'as dit d'ailleurs, le contrat avec Adidas, il avait fait carrément un documentaire genre sur sa convalescence en mode le retour, Derrick Rose, tout ça. C'était un événement, genre le truc. Et il est revenu et hop, il s'est repété le genou. Ah, mais c'est incroyable. Alors moi j'estime, avant qu'on aille plus loin par rapport à sa carrière, il y a un homme sur lequel que je considère comme étant responsable de cette situation, c'est Tom Thibodeau. Bien sûr. Premier match, c'est Tom Thibodeau. Lors de cette série de playoffs face aux Sixers de Philadelphie, je crois qu'ils sont c'est le premier game où il se blesse. Ouais, Hein, c'est le game 1. Game 1, il reste 2 ou 1 minute à jouer. Il y a plus 15, plus 10 pour les Bulls. Et monsieur Thibodeau ne fait pas souffler Derrick Rose alors qu'au cours de cette saison 2011-2012, il y avait déjà des petites séquelles, des petites blessures, des petites convalescences qu'avait D-Rose. Et en fin de match, fait les sortir, frère. Mais non, il continue avec son rythme effréné au niveau physique, au niveau conditions physiques. Avec D-Rose, quand on connaît son style de jeu, et cette blessure est clairement malheureuse. Au cours du match 2, tu as Joakim Noah qui va également se blesser et qui va également s'absenter au cours de cette rencontre, qui va permettre aux Sixers, avec la blessure de D-Rose, des ligaments croisés, de pouvoir remporter cette série et d'aller en demi-finale de conférence Est face aux Celtics de Boston. Concrètement, ça a été un grand tournant selon moi par rapport à la carte de D-Rose, évidemment, mais après, les Bulls vont commencer à se débrouiller sans Rose. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'émergence d'un certain Jimmy Butler, messieurs. Le gars de Rafik qui lui a fait de mal. Oh, direct. Il fallait que t'en parles. Est-ce que vous Moi, je parle pas de Jimmy Butler, moi. Comment se passe le retour de D-Rose avec les Bulls? Parce que il y a aussi Pau Gasol qui est là cette année-là. 13-14?
Non, c'est 14-15 à Pogazol. 14-15. Ouais, 14-15. 14-15. Et du coup, là, cette année-là, ils perdent face à Portland. Enfin, ils se blessent face à Portland. Et parce qu'en fait, la saison suivante, faut le rappeler aussi, c'est qu'ils se repètent face à Portland. Je crois que ton équipe Ouais. Damas ne lui réussit pas trop. C'est vrai que c'est un peu compliqué, lui, les Blazers. C'est un peu difficile, je suis d'accord avec vous. En tout cas, D-Rose va essayer de revenir auprès des Bulls, bien entendu. Lors de la saison 2014-2015, il est avec un 20 points, 6 rebonds, mais il n'est pas All-Star. Il n'est pas All-Star. À mon avis, ça va mis un petit coup. Et est-ce que Rafik, tu te souviens de la scène où D-Rose se fait trader? Ouais, bien sûr, mais Faut rappeler. C'est une vidéo qui a marqué tout le monde. Hein. La vidéo, il est en larmes quand il apprend son trade. Il dit non, mais il dit à son agent, ou je sais pas si c'est son agent, mais il lui dit mais c'est une blague. Tu es en train de me mentir, c'est pas possible. Et vraiment, tu l'entends parler avec la voix tremblotante, c'est ouf. Hein. C'est voir Rose. Et en plus, surtout voir Rose s'exprimer émotionnellement, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas, parce que vraiment Derrick Rose, des fois il mettait des game winners, etc. Le mec il restait de marbre, hein. Le mec il était très introverti, et de le voir dans cet état-là, c'était clairement marquant et touchant. C'était le Kawhi Leonard avec du flow. C'est-à-dire qu'il est introverti, mais alors que Kawhi Leonard il est pareil, mais il dégage rien, le type. Derrick Rose, c'était le Kawhi Leonard, mais stylé, genre. Mais il faut rappeler, hein, il est trade au Knicks. Donc, normalement, quand t'es trade au Knicks, c'est que c'est la fin. Le tacle. On salue Brice. Salut Brice Ancel, notre metteur en scène, justement, des teams d'Uncast et de Sport Content. Ils ont envoyé là-bas, ils ont envoyé dès que les Baron Davis, dès que les mecs ils sont un peu cuits, les meneurs, et hop, mais tu sais, même McBeebe aussi, il était là-bas. Et en plus de ça, D-Rose. Alors, D-Rose, il rentre dans un système, le jeu en triangle de Phil Jackson. Ça se passe vraiment pas bien là-bas. Concrètement, c'est un échec. Il va ensuite enchaîner aux Cavs avec les LeBron James en sortant du banc. Ça aussi, ça prend pas. C'est un échec. Franchement, c'était très compliqué. Ça faisait mal de voir D-Rose quand même dans ce terrain. Franchement, ça foutait. Après, bon, il y a le fameux match au T-Wolves contre le Jazz. Samuel, tu l'avais vu, non? Obligé, vendeur que tu es. 50 points, et le fameux 50 points et le contre sur l'ex-nouveau Kobe Bryant, Dante Exum. L'Australien, là? Lui aussi, il faut le terminer dans un podcast. Non, c'est dur. Là, je suis pas d'accord. Là, c'est. Je suis pas d'accord. Mais ce mec-là était annoncé à la base dans cette draft comme étant la draft déjà la meilleure depuis 2003. Il était annoncé comme étant le nouveau phénomène NBA. Et le gars, il s'est fait trade contre Jordi Clarkson dernièrement, je crois. Le petit Philippien là qui aime shooter. Ouais, c'est tout. Hein. Donc pour dire c'est tout le niveau du mec. Hein. Maintenant, je sais même à Cleveland, il est en train de sombrer, il joue même plus. Mais donc pour en revenir à Derrick Rose, il plante 50 points, il met le contre le compte de la gagne dans ce match-là, et ça lui vaut un bon contrat de 2 ans l'année d'après au Piston, où là il y a la résurrection. Et la résurrection, il y a la résurrection aujourd'hui. La résurrection, vas-y. Il retrouve un niveau correct et il nous refait kiffer sur quelques matchs. C'est vrai. En tout cas, les Pistons ont bien regroupé 2 mecs blessés tels que Blake Griffin et D-Rose. Concrètement, qu'est-ce que vous voyez de D-Rose pour la fin de sa carrière? Concrètement, moi, je pense qu'il est capable encore de nous faire kiffer. Hein. Moi, j'y crois. Mais moi, il m'a fait quelques matchs au Pistons. Je sais pas ce que t'en penses, Rafik, mais il y a des matchs au Pistons où il prend feu, où le gars, il me fait kiffer. Hein. Bien sûr, déjà, maintenant que son jeu est plus adapté à son corps, dans le sens où il est un peu plus, il s'est un peu plus mué en shooter qu'en slasher. Donc là, il peut s'exprimer au très haut niveau sans, on va dire, avec moins de pépins physiques, parce que il faut aussi dire que avant sa deuxième blessure au ménisque droit, je crois que il a enregistré sa 14e ou 15e blessure depuis son début NBA. Donc là, déjà d'une, ça fait plaisir de le voir, de voir son niveau de jeu qu'il a à Minnesota et aussi aux Pistons. Là, je pense que maintenant, il est plutôt recruté en tant que
en tant que joueur qui vont apporter, qui apporte du point de l'énergie, enfin pas de l'énergie, mais des points en sortie de banc, mais aussi en tant que mentor pour des joueurs plus jeunes. Je pense qu'il aura un rôle avec déjà les deux Français des Pistons, Sekou Doumbouya et Killian Hayes. Donc je pense qu'il est c'est un peu dans ce rôle-là. Et peut-être un peu, et quand il sera un peu plus vieux encore, peut-être que il sera dans un bout de banc pour une équipe qui joue un titre NBA pour avoir une nouvelle bague. C'est bien que t'en parles, Rafik, parce qu'il était annoncé là, même en début de saison 2020 et la 2021 aux Lakers en échange de Kuzma notamment. Ça parlait de ça pour qu'il soit en scoreur du banc et qui ramène son expérience aux Lakers, que LeBron aime bien s'entourer de briscards ex-gloire qui peut te faire basculer des matchs, comme il l'a fait avec Rondo un peu. Hein. Et au final, c'est Derrick Rose qui a dit, je crois, qu'il préférait rester aux Pistons et encadrer les jeunes, et notamment Killian Hayes, où il voulait vraiment être un mentor et comme un grand frère et pouvoir le propulser au plus haut niveau et pouvoir encadrer cette jeune équipe. Pour un dernier mot par rapport à D-Rose me concernant, on a affaire à concrètement un meneur précurseur comme étant les meneurs scoreurs en NBA aujourd'hui qu'on voit beaucoup. D-Rose l'a été, à l'instar de Russell Westbrook, à l'instar également d'autres meneurs qui scorent aujourd'hui énormément. Et notamment par exemple Damian Lillard dans un autre style, Kyrie Irving dans le handle, dans le crossover, comme on connaît Irving bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est que D-Rose a été l'un des seuls à avoir volé, je dirais pas volé, parce qu'il n'a pas démérité, mais en tout cas avoir pris un titre de MVP devant LeBron James et devant les Tricky Amigos. C'est pour ça Derrick Rose mérite tout notre respect.